Place de la communication et plus de com présente Portrait de com. Portrait de com. Bienvenue dans Portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région Hauts-de-France. J'ai l'impatience et le plaisir d'accueillir notre invité pour ce nouvel épisode. C'est Romain Musard, qui est consultant et formateur en prise de parole en public, en communication de crise, en stratégie narrative, et ça tombe bien parce que pendant 20 ans, il a été journaliste. Alors Romain Musard, qui es-tu ? Bonjour Fabrice, merci de me recevoir, j'ai hâte d'échanger avec toi aussi. Qui je suis ? Je suis dans ma deuxième vie professionnelle, j'ai eu 20 ans d'expérience dans le journalisme, tu l'as dit, j'étais reporter, journaliste de terrain, rédacteur de La Voix du Nord pendant 20 années à travers la région Nord-Pas-de-Calais, puisque La Voix du Nord couvre l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais, pas les Hauts-de-France, et j'ai été progressivement chef de rédaction, et j'étais chef de la rédaction régionale jusqu'en mars 2022. Et après 2 décennies de bons et loyaux services, de vraiment plaisir à faire ce métier passion et de formidables rencontres, j'ai créé Storytelling Conseil. Storytelling Conseil, c'est quoi ? C'est un organisme de formation et de conseil, comme son nom l'indique, à la prise de parole en public, tu l'as dit, au média training, ça c'est lié évidemment au passé de journaliste, et à la communication de crise, en effet. Tu as commencé déjà à répondre, Romain, j'allais te dire en quoi ça te sert dans ton métier d'aujourd'hui d'avoir été journaliste pendant 20 ans. Mais ce projet, si tu veux, il a vu le jour assez naturellement parce que pendant 20 ans, j'ai vu des hommes et des femmes de tous horizons, de tous secteurs, que ce soit public, privé, des jeunes, des vieux, des qualifiés, des non qualifiés, enfin peu importe, avoir parfois de très belles idées, de très beaux projets et se casser les dents au moment de les présenter en public et donc finalement de passer à côté de ces projets, de cette possibilité de les présenter et d'engager des gens derrière ces projets ou ces idées. Et je me suis nourri de ça en fait pour créer les formations, c'est-à-dire que j'ai pas de formation à la communication, moi par contre je me suis formé sur le terrain à écouter pendant 20 ans, à recueillir ce qui fonctionnait pas, et c'est ça que je mets au service des personnes que j'accompagne aujourd'hui. Ça c'est les qualités d'écoute, d'intérêt, c'est ça les qualités pour exercer ton métier, Romain ? Ouais, alors les qualités, il y en a plusieurs. Oui, tu le dis, il faut savoir écouter, c'est-à-dire d'abord écouter les gens qu'on accompagne, leurs besoins. Ça va être écouter aussi les secteurs d'activité dans lesquels ils évoluent. Ça va être écouter ce qu'ils disent dans leur milieu. Ça va être aussi de l'empathie. Pourquoi ? Parce que quand on a tous un rapport particulier à la parole. Hein, c'est très lié à notre éducation et ça touche parfois à l'intime. Donc faut toujours travailler cette partie-là avec tact auprès des gens que j'accompagne. Et puis encore plus quand elles sont en situation de vulnérabilité face à une situation de crise en particulier où là ça charrie beaucoup de choses. Troisième qualité, je dirais, c'est la pédagogie. Quand on fait de la formation et du conseil, il faut être pédagogue. Pédagogue pourquoi ? Pour partager par exemple des outils, des techniques qui sont applicables vraiment à la personnalité qu'on a face à soi. Je pense qu'il faut pas forcément dénaturer les gens, en tout cas c'est pas l'objectif, mais les aider à se transformer, à se révéler. Donc il faut pouvoir vraiment faire œuvre de pédagogie. Et puis la curiosité, ça c'est un point commun avec le journalisme, la curiosité bien placée, c'est être curieux des gens, être curieux de leurs histoires et de leur parcours aussi. Alors, j'imagine que tu as une méthodologie. Est-ce que tu commences par l'aspect physique Bon, on va peut-être rentrer un petit poil dans la technique, mais ça tombe bien, on est, j'allais dire, à la radio ou pour ceux qui regarderont cet entretien en visio. Est-ce que tu parles de présence, de respiration ? Est-ce que tu les fais travailler aussi sur l'occupation de la scène, de leur espace ? Dans un premier temps, et puis après, est-ce que tu vas au fond dans le discours et c'est là où c'est aussi ta valeur ajoutée, j'imagine, Romain ? Oui, alors l'un ne va pas sans l'autre, tu as raison. On dit que la communication non verbale, paraverbale, compte grosso modo pour 50% de la force de conviction. Donc c'est important, évidemment, la forme. Et quand je suis sur le volet formation, hein, pas d'accompagnement en communication de crise, mais vraiment sur le volet formation, je commence toujours par ça, par faire les réglages de forme. Tu as raison, la posture, le regard, la voix, la gestuelle, l'occupation de l'espace, en effet. Il y a souvent un peu de boulot. Et puis, mais même moi, quand je me vois à l'écran, je me dis, tiens, il y a toujours des choses à améliorer. C'est important de se filmer régulièrement parce qu'on se voit rarement à l'image en milieu professionnel. Et donc, ça sert à ça. Mais oui, le fond de ma pratique repose quand même sur la structure du discours, la capacité à développer
à développer sa capacité à argumenter, à contre-argumenter, c'est vraiment ça qui importe. En général, moi, j'ai tendance quand même à penser que quand on a le fond, la forme suit plus naturellement. Mais oui, l'importance, évidemment, c'est la structure du discours, parce que l'objectif derrière une prise de parole, évidemment, c'est de fédérer un auditoire. Et pour ça, il faut développer des capacités à argumenter et à contre-argumenter. Ça se travaille. Et puis, convaincre. Et il y a peut-être quelque chose aussi que tu n'as pas cité, mais je te pressens, c'est aussi parce que je sens une détermination et puis l'intention. C'est quelque chose aussi qui doit être fondamental dans ton métier, faire travailler l'intention de ceux que tu coaches ou accompagnes, Romain. Oui, ben, l'attention, j'allais dire, c'est le point d'horizon, c'est l'objectif, c'est le cap qu'on doit se fixer, c'est pourquoi on parle, qu'est-ce qu'on veut faire passer, qu'est-ce qu'on veut dire, et à partir de là, une fois qu'on a défini ça, c'est comment on le dit, par rapport aux personnes qui sont face à nous, par rapport à l'environnement qui est autour de nous, par rapport au contexte dans lequel on s'exprime. Évidemment, l'intention, c'est le point de départ de la réflexion. Qu'est-ce que je veux dire et pourquoi je le dis, et à qui, évidemment. Tu t'es lancé dans le bain de l'indépendance, hein. Toi aussi, tu as monté ta structure. Mais pour autant, tu continues de la jouer collectif et de l'humilité. Je sens aussi et de la détermination chez toi et aussi de l'humilité de te dire ah bah là, pour tel et tel domaine, mais je vais faire intervenir un militaire, un négociateur je dis pas n'importe quoi en disant ça, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire un négociateur du GIGN pour la décision, qu'est-ce qu'on raconte. Tu connais aussi tes limites et tu sais que tu vas amener tes clients ou tes partenaires à tel niveau en t'entourant de ceux qui ont l'expertise, différente de la tienne d'ailleurs. Alors, d'abord, il faut être humble parce que moi, même si j'ai des cheveux blancs là, tout doucement sur les tempes, pour ceux qui nous voient à l'écran, je suis un jeune entrepreneur, tu l'as dit, je me suis créé il y a moins de 4 ans et il faut être humble par rapport à ses compétences. C'est-à-dire que dans le volet de la gestion de crise, moi, je n'interviens que sur le volet de la communication. C'est-à-dire que la communication est un outil de gestion de la crise qui est fondamental, évidemment, mais il y a plein d'autres choses à faire. Et donc, il faut savoir, le moment venu, en effet, faire appel à d'autres experts, d'autres compétences en complémentarité. Et puis, c'est aussi pour des indépendants, j'imagine que tu dois le vivre, et celles et ceux qui nous écoutent, qui sont indépendants et indépendantes aussi, ça fait du bien de s'entourer parfois, de se confronter, de nourrir les autres, de ne pas travailler seul, et de retrouver des projets collectifs par moment. Hein. C'est un effet un peu pop-up, hein, on crée un truc et on le referme. J'aime beaucoup travailler comme ça, oui. C'est allez, on se demande toujours comment réagir par rapport à une crise. Alors, c'est pas forcément notre sujet, mais c'est quoi pour toi les 3 fondamentaux, les conseils avant de prendre la parole en cas de crise? Il est urgent d'attendre, de réagir. C'est quoi les 3 tips by Romain Musard? D'abord, c'est l'anticipation. Le premier point qui m'importe, moi, c'est l'anticipation. Et c'est pour ça que j'ai 2 volets dans mon activité. Il y a de la formation, c'est-à-dire que des gens prennent la peine, en tout cas, ont la bonne idée, je pense, de se dire, tiens, est-ce que tu peux venir travailler chez nous, voir quelles sont les crises auxquelles on pourrait être exposé et donc imaginer des scénarios. Et à partir de là, quelle communication on met en place. Et l'autre partie de mon activité, c'est on m'appelle quand ça va pas. Mais donc, l'anticipation, c'est fondamental parce que l'anticipation, c'est déjà se préparer au pire. L'anticipation, c'est aussi ne pas prendre de retard dès le début de la crise. Ça, c'est le deuxième point. C'est-à-dire qu'il faut en effet réagir vite, mais réagir juste. Il ne faut pas réagir pour réagir, quoi. Il faut évidemment réagir, communiquer en fonction des actions qu'on met en place pour gérer cette crise. Ça, c'est fondamental. Et puis ensuite, c'est à l'issue d'une crise, c'est de ne pas oublier de faire le retour d'expérience, ce qu'on appelle dans le jargon le rétex. C'est souvent quelque chose qu'on oublie, parce que c'est ce qui va permettre aussi, en passant la crise, de se transformer, c'est-à-dire de faire en sorte que demain, ce qui nous est arrivé ne se reproduira plus. Ça n'empêchera pas d'autres crises d'arriver, mais c'est de mettre en chose des places, de prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, à ce qu'on a mis en place, et puis à ce qu'on peut mettre en place pour continuer à avancer collectivement au sein de notre organisation. Tu as des fiertés, alors évidemment ça va être délicat de citer peut-être des marques ou des boîtes, des sociétés que tu as accompagnées. Tu as quelques fiertés professionnelles? J'avais pas de fierté parce que quand on accompagne une communication de crise, on se réjouit pas de la crise des gens évidemment, mais je vois ce que tu veux dire évidemment. C'est en tout cas deux projets pour lesquels j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler, sur lesquels je me suis vraiment engagé, vraiment, qui continue d'ailleurs.
Euh, J'accompagne deux organisations qui sont rattachées au ministère de l'Intérieur. C'est la délégation à l'information et à la communication du ministère de l'Intérieur. Et l'IHEMI, qui est à Paris aussi, c'est l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. J'ai vraiment beaucoup de plaisir et de fierté, là pour le coup, tu as raison, à travailler avec ces belles institutions. J'accompagne, je participe en tout cas là-bas avec d'autres intervenants à la formation de préfets, de sous-préfets, de directeurs de cabinet et des responsables de la communication interministérielle. Pourquoi j'aime bien ça? Parce que j'ai face à moi des gens, alors, on tape très facilement sur le gouvernant, les politiques, etc. Mais dans le back-office, si je puis dire, qui est très très robuste, il y a plein de gens, d'hommes et de femmes, pleinement engagés au service du public. On dit service public, mais là c'est vraiment du service au public, à la protection des populations en cas de crise majeure, et des gens qui ont vraiment un sens de l'État et du service des citoyens qui est extraordinaire. Donc ça c'est un projet que j'aime beaucoup. En un mot, Romain, respect pour tous ces fonctionnaires de l'ombre et qui sont passionnés. Oui, c'est des gens qui, faut imaginer le dévouement total. On en parlait tout à l'heure, c'est des gens au service des gens, qui ne sont pas là pour servir, au service au public vraiment, et pour certains qui font un énorme travail de l'ombre, hein, et il faut mesurer l'engagement total qui est le leur, parfois même au sacrifice de leur vie personnelle. Ouais. Donc je pense que c'est important de le souligner. C'est des gens qui peuvent travailler sur des crises pendant des jours, plusieurs jours, 24 heures sur 24, quoi. Donc ils font un travail formidable. Et il y a un autre projet très particulier sur lequel j'ai travaillé l'année dernière. Alors sans la citer, c'est une grande fédération française de sport qui m'avait sollicité pour se préparer en cas de crise pour les Jeux Olympiques. Évidemment, c'est très médiatique, c'était en France, Paris 2024. Et donc, elle m'a sollicité quelques semaines avant en me disant, est-ce qu'on peut imaginer des scénarios de crise qui pourraient nous arriver et donc se préparer à répondre face aux médias. Donc, avec la gouvernance, on avait travaillé sur 4 scénarios. Les athlètes qui se sont... qui ont disputé des épreuves lors de ces JO, ça s'est très très bien passé. Par contre, il y a une équipe de France de cette même fédération qui a connu 2 des 4 scénarios qu'on avait imaginés, ce qui est quand même complètement dingue, avec des grosses crises médiatiques. Et pour le coup, voilà, c'est une fédération qui avait pris le temps d'anticiper, de se former et qui a pu, le jour où les crises sont survenues, réagir rapidement et de façon solide. Pour celles et ceux qui veulent continuer ou anticiper ou améliorer leur future prise de parole, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? D'être curieux, d'imaginer c'est quoi les conseils de base, si j'ose dire, Romain? Sur la prise de parole, écoute, comme c'est de la préparation aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se pointer face à des gens le nez au vent sans savoir même comment on commence son propos et comment on termine. Moi, j'ai assisté à des prises de parole pendant 20 ans, j'en parlais tout à l'heure, mais encore aujourd'hui, où finalement les gens ne savent même pas comment ils vont commencer leur propos, et pire, ils ne savent pas comment le terminer. Donc souvent, on a beau avoir des belles idées, avoir bien structuré son discours, à la fin, ça part, on est un peu comme un lapin dans les phares, tu sais, on va à gauche, à droite, et finalement, tout s'effondre. Donc déjà, préparer son intro et sa conclusion, c'est une chose. Tu l'as dit, l'axe majeur, c'est l'intention. C'est quel est le message principal que je veux délivrer, et puis comment j'argumente autour de ce message pour faire passer mes idées. Donc c'est vraiment la structure, ça c'est important. La préparation, intro, conclusion, structure du message, 2-3 messages maximum. Et puis il y a quelque chose que les gens oublient souvent, c'est la force de l'image, de l'illustration et de l'exemple. Et moi je dis toujours, mais donnez-nous à manger, donnez-nous à comprendre, donnez-nous à voir ce que vous nous dites. Et ça passe par quoi? Ça passe par des exemples et des images. Et en plus, ça a une forte valeur, l'exemple et l'image. C'est que d'abord, un bon exemple est compréhensible par tous. Et en plus, il permet de s'approprier l'idée qu'on qu'on reçoit de la personne qui parle. Et puis, je dis toujours, l'exemple, ça enracine l'argument. C'est-à-dire que tu peux me balancer une vérité comme ça, si j'ai pas d'exemple, sur quoi ça repose? Il y a une très belle expression, et la preuve par l'exemple, et ça j'aime bien ça, c'est de se dire, l'exemple apporte la preuve que ce que je dis peut être vérifié dans la réalité. Bon, voilà pour 2-3 outils, 2-3 réflexions rapides. Tu bosses avec l'IA, toi, ou pas? Alors oui, forcément, je m'y suis mis, peut-être pas encore assez, et puis faut que j'apprenne l'outil. Je m'en sers pour 2 choses aujourd'hui. Je m'en sers pour créer des nouveaux modules de formation. J'essaie de challenger par de nouvelles idées, etc. Et ça peut donner vraiment des choses intéressantes. C'est vraiment un assistant pour le coup.
Et je m'en sers quand je crée des scénarios de crise pour des clients adaptés à leur structure. Je m'en sers pour complexifier en général des scénarios de crise. Ouais. Il y a beaucoup d'imagination dans l'IA pour ça. Romain, un petit mot sur Place de la Com. Ça fait combien de temps que tu es adhérent? Ça doit faire 3 ans. 3 ans que j'ai rejoint ce collectif, ce beau collectif. Hein. Je crois que c'est plus de 500 communicants maintenant d'institutions publiques et du privé qui sont réunis issus de la région des Hauts-de-France. C'est un super outil. Moi, j'y suis allé évidemment pour sortir de la solitude du dirigeant et puis pour rencontrer d'autres communicants qui font d'autres choses. Moi, il y a plein de volets de la communication que je ne maîtrise pas, je ne le fais pas, chacun son métier. Et donc, c'est un très beau lieu de rencontre, de formation aussi, et un collectif qui a une super énergie et qui, j'espère, fera aboutir, enfin, je crois que c'est bien lancé, le projet de Dura Communication, ce pôle d'excellence consacré à la communication dans la région. C'est vrai que c'est un très beau projet. Merci beaucoup, Romain Musard. Ça passe à une vitesse de dingue. Je crois qu'on aurait pu encore rester 1 heure à t'écouter. Romain Merci Musard, consultant. Attends, je prends toujours ta fiche, hein, parce que consultant et formateur en prise de parole en public, communication de crise, média training et stratégie narrative. J'espère que la belle histoire que tu nous as racontée vous a plu. En tout cas, moi, ça a été le cas. Merci beaucoup, Romain Musard. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain Portrait de Com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région Hauts-de-France. Portrait de Com. Avec Place de la Communication et plus de com.